Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Qui a vu ce film? Ça vous évoque quelque chose sur Netflix? Non, il n'y a que 2 personnes qui ont vu le film, d'accord. Don't Look Up, vous avez peut-être entendu parler de ce film, donc avec Leonardo DiCaprio. Et c'était donc 2 astrologues qui découvrent l'existence d'une comète tueuse de planètes qui fonce droit sur la Terre. Et donc, tout le film, ils essayent de convaincre les décideurs, et notamment la présidente des États-Unis, jouée par Meryl Streep, que cette comète fonce droit sur la Terre et qu'il y a 99,9999% de chances qu'elle la percute. Et il se trouve dans une détresse absolue parce qu'il n'arrive pas à se faire entendre. Et donc, je vous conseille, je vous invite à voir le film. Il a été présenté comme un film, comme une métaphore sur le réchauffement climatique. Et c'est l'un des sujets que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, justement. Et un certain nombre de climatologues et membres du GIEC, entre autres, se sont retrouvés dans la posture pleine de détresse de Leonardo DiCaprio, en imaginant à quel point, depuis des années, ils vivent cette réalité d'avoir dit les choses à plusieurs reprises et de ne pas être entendus. Don't look up, ne pas regarder en haut, ne pas regarder la comète qui vient s'écraser. Alors voilà. Je me suis amusé à compiler un petit peu sur l'ensemble aujourd'hui des médias. Nous sommes absolument écrasés par ce mot, hein, qui est un mot avec lequel j'ai une relation toute particulière, vous allez le comprendre assez rapidement, mais si finalement on lit les différentes expressions que j'ai pu lister ici, de la grève climat, de la grève pour le climat, la marche pour le climat, la convention citoyenne pour le climat, l'urgence climatique, la transition climatique, vous les avez sous les yeux. Voilà, on a réellement aujourd'hui le sentiment que le danger principal pour notre espèce, c'est le climat. Que le défi absolu à relever ce siècle, c'est le climat. Et ça se vérifie, puisque je ne sais pas qui dans la salle a voté pour Monsieur Jadot, mais sur son site, dès la homepage, j'ai été assez frappé par ça, j'ai besoin de vous pour le climat et la justice sociale. Donc il faisait un appel aux Françaises et aux Français pour le climat. Et vous voyez en haut 3 des mesures du programme que j'ai reprises ici. Sur 22 mesures, 12 fois le mot climat ou climatique est prononcé. Donc on se dit que réellement, c'est l'enjeu principal de notre siècle. Vous voyez, construire l'Europe du climat. On parlait avec Adrien ce matin des États-Unis, de l'Europe, je crois, c'est ça, hein. Donc l'Europe du climat, la diplomatie climatique, donc il y a même des expressions inventées, hein, que j'ai découvertes grâce à Jadot. Une démocratie forte et vivante, condition indispensable à la transition climatique, préparer la transition climatique, même le mot transition écologique ou énergétique a été transformé par Jadot. Et là, je me suis amusé aussi à aller voir ce que l'on a sur le livret d'accueil d'Alternativa. Climat à la bataille centrale, le défi climatique. Et le climat est présenté comme la cause, l'origine de tous les soucis que nous avons à affronter pendant ce siècle. Vous avez même jusque à droite, pardon, un tweet du WWF France, alors que le WWF, a priori, vu que c'est un panda qui représente l'association, l'ONG, c'est quand même le vivant qui est au cœur de leurs préoccupations. Et ils ont parlé d'un pass climatique, pour faire référence évidemment au pass vaccinal, cher à notre président. Et ils invitaient, et c'est ça qui est intéressant, hein, si, alors de mémoire je ne l'ai pas en tête, mais vous voulez que les candidats aux élections s'engagent à sortir de l'impasse écologique, signer notre pétition pour demander un pass climatique. Si bien que finalement, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que le mot écologique et le mot climatique sont synonymes. Et 2 questions se posent et que je vous partage. La première, c'est de savoir si finalement il n'y avait pas de problème climatique, y aurait-il une crise écologique, une catastrophe écologique? Et la seconde, c'est de savoir effectivement pourquoi ce climat est au centre de toutes les préoccupations et pourquoi finalement quand on parle d'écologie, systématiquement on a climat en tête. Or, si l'on prend un échantillon de toutes les dégradations causées par les humains sur la planète,
que ce soit la déforestation, l'acidification des océans, que ce soit l'artificialisation des sols, pardon, je vais y arriver, la métropolisation, l'urbanisation, que ce soit évidemment la surpêche, la chasse, le braconnage, enfin toutes ces activités qui sont finalement au cœur du fonctionnement, on va dire, extractiviste, productiviste, consumériste, déchetiste, j'ai rajouté déchetiste pour la génération de déchets, de notre civilisation, et bien finalement, toutes ces merveilleuses choses que nous avons causées, que notre espèce a causées, pas forcément individuellement, hein, je ne veux accuser personne, le climat n'y est absolument pour rien. Absolument pour rien. Donc, moi, je suis aujourd'hui frappé de voir à quel point on met le climat à toutes les sauces, alors que ce que nous vivons, c'est un anéantissement, une extermination absolue du vivant. La 6e extinction de masse a commencé. Le rythme est 1000 fois plus rapide que le taux d'extinction normal, 100 fois plus rapide que lors de la 5e extinction, celle qui a vu disparaître les dinosaures. Et aujourd'hui, on continue de nous parler de climat et très peu de vivants. Voilà, donc nous on a créé une ONG qui s'appelle l'Archipel du Vivant, dont on pourra reparler. Je ne l'ai pas appelé l'Archipel du Climat, ok ? Parce que ce qui se joue, c'est ça. Et ce que notre Terre a de plus beau à offrir, c'est la formidable richesse de la vie qu'elle héberge. Ce n'est pas le climat qui l'y fait. Le climat n'est qu'un paramètre parmi d'autres. Mais ce qui est en train de disparaître sur notre planète, c'est le vivant. Or, c'est très très rare. On ne va pas revenir à Yannick Jadot, hein. Il n'y avait que 2 mesures où le vivant ou la biodiversité était cité par rapport aux 12 sur le climat. Mais c'est assez, pour moi, bizarre que le vivant ne soit pas plus au centre des préoccupations. Alors notamment les baleines, on pourrait citer les abeilles, on pourrait citer les vers de terre. Il y a beaucoup d'espèces comme ça qui sont assez symboliques de cette extermination. Je vous ai juste cité quelques chiffres. Alors vous les retiendrez peut-être pas tous, mais pour moi c'est des chiffres qui sont absolument énormes et qu'il faudrait que tout humain devrait avoir en tête. Le premier, alors celui-là il est abominable, hein, 68%, c'est la proportion de population de vertébrés sauvages qui a disparu en 46 ans. Alors les populations, ce ne sont pas les espèces, hein. Mais dans chaque espèce, quand les populations déclinent, à un moment donné, elles disparaissent. Okay ? Donc 68% des vertébrés sauvages, mammifères terrestres, mammifères marins, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles, ont disparu entre 1970 et 2016. On n'en parle pas. 68%, ça veut dire qu'il en reste 32. Au rythme où ça va, on peut se poser des questions sur la suite du vivant tel qu'on le connaît aujourd'hui sur Terre. 4%, ça aussi c'est un chiffre assez estomacant, c'est la proportion d'animaux sauvages, de mammifères terrestres sauvages. C'est-à-dire que sur les mammifères terrestres, 36% c'est nous, les humains, 60% ce sont des animaux qui finissent dans nos assiettes, et uniquement 4% sont encore sauvages. Moi ça m'interpelle. Alors c'est ce qui me fait dire régulièrement que les animaux non humains, soit on les anéantit, soit on les massacre, soit on les mange, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'autres échappatoires. 80%, c'est la population d'insectes qui a disparu en Europe les 30 dernières années. 80% d'insectes. Donc notamment les abeilles, les papillons, tous ceux qui butinent. 30%, alors 30% c'est quoi maintenant? J'ai un trou, on va y revenir. 90% c'est les populations de requins et de baleines qui ont disparu. 90% depuis 1950. Or les baleines et les requins, ce sont les 2 espèces qui sont aux 2 extrémités de la chaîne alimentaire marine et qui gèrent accessoirement le phytoplancton, qui est le réel poumon de la planète. 50 à 85% de l'oxygène qui est créé sur Terre, c'est pas l'Amazonie, c'est le phytoplancton. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez-le. Et le principal puits à carbone sur Terre, ce sont les baleines. Ce ne sont pas les arbres non plus. Une seule baleine qui finit au fond des océans, c'est plusieurs milliers d'arbres. Et 50%, c'est justement le phytoplancton qui a disparu sur les dernières années. Donc 30%, je ne sais pas pourquoi j'ai un trou, mais ça reviendra peut-être. Ok, en tout cas voilà, pour moi, il y a un réel souci par rapport au vivant. Et donc je vous partage quelques citations aujourd'hui. Celle-ci, je l'adore. Elle a été à un moment donné octroyée à Hubert Reeves, mais ça n'est pas de lui, il l'a reconnu lui-même. L'homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce dieu invisible qu'il vénère. Et ouais, on a tout sur cette planète, et il y en a qui imaginent évidemment conquérir d'autres planètes, voire l'univers, pour aller chercher et piller d'autres planètes. C'est merveilleux.
Et du coup, le climat dans tout ça, c'est quoi le climat? Le climat, évidemment, c'est dramatique, hein, le climat. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important, mais ça n'est qu'un symptôme. Ça n'est que le symptôme de la destruction des conditions d'habitabilité de notre planète. L'origine, encore une fois, c'est que l'ensemble de nos activités, absolument toutes les activités humaines les plus répandues aujourd'hui, détruisent, anéantissent le vivant. Et donc c'est un facteur aggravant. C'est ce qui fait dire à certains que, bah oui, si on ne gère pas le climat, à un moment donné, le climat va lui-même avoir un impact sur la biodiversité, va lui-même avoir un impact, et c'est le cas, sur l'acidification des océans, va lui-même aggraver un certain nombre. Mais encore une fois, tout ce que vous voyez en rouge sur l'écran n'a pas d'origine climatique. Okay, et donc la situation, elle est déjà absolument catastrophique aujourd'hui. Le climat ne va faire que renforcer cette situation déjà catastrophique. Et voilà, et du coup, l'urgence, que nous faut-il sauver? C'est une question que je vous pose, et vous avez compris un petit peu le parti pris qui est le mien, mais je me suis quand même amusé à compiler un certain nombre d'ouvrages, puisqu'on en voit fleurir de plus en plus les dernières années. Alors, est-ce qu'il faut sauver la Terre? La Terre, en tant que planète, elle n'a pas réellement besoin d'être sauvée, hein. C'est tout simplement inutile, puisque la planète en tant qu'astre, Aurélien Barraud le dirait mieux que moi, va continuer de tourner autour du Soleil pendant encore 5 milliards d'années. Donc elle n'a pas besoin d'être sauvée. Est-ce qu'il faut sauver le monde? Alors très souvent le monde, ça veut dire la planète, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui entendent le monde par notre monde actuel, notre civilisation. Ça, pour moi, c'est tout simplement criminel, parce que notre civilisation, encore une fois, extractiviste, consumériste, enfin productiviste, consumériste, déchétiste, anéantit les conditions d'habitabilité de notre planète. Et si on veut sauver ce monde-là, on parlait d'effondrement ce matin, hein, moi je souhaite aussi l'effondrement, on pourra en reparler, parce qu'il faut qu'on arrête cette société, cette grande entreprise collective de destruction massive du vivant. Le climat, il n'a pas besoin d'être sauvé, ça c'est vraiment ridicule pour le coup, hein. Le climat, il n'est pas en danger de disparition. À aucun moment il va disparaître, le climat. Le climat, il se réchauffe, il se dérègle, mais il n'est pas menacé de disparition. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui parlent de sauver le climat. C'est quelque chose qui me... Donc moi, c'est mon bouquin au milieu, hein. Donc j'explique que le climat n'est pas le bon combat. Et puis, l'humanité, est-ce que finalement c'est souhaitable de sauver l'humanité? C'est une grande question qu'on pourrait se poser, hein. On pourra en discuter tout à l'heure. Moi, je me la pose régulièrement. Et j'ai adoré le bouquin au milieu, hein. J'ai pas lu les deux autres, hein, mais celui du milieu, il est vraiment remarquable. C'est une personne qui avait fait des voyages avec Cousteau, et qui est revenu dans ces pays et qui s'est rendu compte que les peuplades qu'il avait vues, qu'il avait fait connaître grâce aux expéditions de Cousteau, étaient des peuplades complètement aujourd'hui récupérées aussi par le système. Et après que les caméras arrivent et qu'ils s'habillent ou se dénudent pour revêtir leur habit traditionnel, derrière ils remettent la casquette Nike et les chaussures Adidas, quoi. Et donc oui, s'il y a bien quelque chose qu'il faut sauver, c'est le vivant. Donc, 3 bouquins que je vous recommande également, notamment celui du milieu qui est assez cash, assez trash, mais qui est complètement réaliste. Celui de Jean-Marc Gansil, Carnage, qui explique à quel point on extermine, on exploite le vivant. Ça, c'est intéressant aussi. C'est une slide que l'on m'a partagée il y a quelques mois et qui va complètement dans le sens de ce que je dis le plus souvent et de ce que je partage avec vous aujourd'hui. C'est donc l'IPBES et l'IPCC. Alors, c'est le GIEC d'un côté et l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC. On dit souvent l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, comme s'il fallait être un équivalent du GIEC pour être crédible. Et donc on voit ici que si on fait des actions positives sur le climat en bleu, tout ce qui est rouge va avoir un impact négatif sur la biodiversité. En revanche, tout ce qui est positif pour la biodiversité, il y a très très peu de choses qui sont négatives sur le climat. Donc encore une fois, si à un moment donné, nous nous mettons au service du vivant, nécessairement, nous réglerons le problème climatique. En revanche, comme le dit très bien Aurélien Barraud, on peut tout à fait continuer de défoncer la forêt amazonienne avec un tractopelle qui marche au solaire. C'est possible. D'accord ? Voilà, donc ça, je pense que s'il y a une idée qu'il faut garder en tête à la sortie de cette conférence, désolé, j'espère que j'ai pas de... C'est le câble. C'est que le vivant est au cœur réellement et que nous faisons partie du vivant. Donc, à nous de changer radicalement absolument tout pour permettre à ce vivant tel qu'il existe aujourd'hui de poursuivre sa destinée sur cette planète, avec ou sans l'humanité. Alors, je vais rapidement parler d'effondrement. Encore une fois, Adrien Biassin en a parlé ce matin. L'effondrement au sens global, voilà, aujourd'hui, on est ici. Nous sommes ici.
Ça veut dire que l'effondrement soit rapide, soit pluriel ou singulier, que cet effondrement soit plus long dans la durée, que ce soit un long déclin. Ce que l'on ne peut pas aujourd'hui ignorer, c'est que l'on est vraiment à l'amorce d'une longue descente énergétique et matérielle, et qui va nécessairement impacter tous nos modes de vie, et qu'a priori, au bout d'un certain temps, quand on a des courbes, on les a vues ce matin aussi, celle du rapport Meadows de 72, encore une fois démontrée à 5 ou 6 reprises depuis, et il y a notamment les limites à la croissance qui vient de ressortir dans une édition anniversaire pour le 50e anniversaire. Ça fait quand même 50 ans qu'on avait toutes les clés pour comprendre, 50 ans qu'on voit ce fameux scénario business as usual se réaliser, et 50 ans qu'on n'a ni freiné, surtout pas fait demi-tour, qu'on a accéléré dans la mauvaise direction. Voilà, donc il y a un moment donné où les courbes elles se croisent, il y a un moment donné où c'est physique en fait. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de ressources, quand il y a de moins en moins de pétrole, qu'il faut aller le chercher de plus en plus profondément et qu'il est de moins en moins bonne qualité, nécessairement notre niveau de vie va chuter. Voilà. Donc moi l'effondrement, moi je le souhaite même l'effondrement. Alors ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais je l'explique très bien. C'est que s'il n'y a pas effondrement, ou s'il n'y avait pas effondrement, pour moi il y aura de toute façon effondrement, mais s'il n'y avait pas effondrement dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, et c'est dramatique pour les conditions d'habitabilité de la planète, parce que si on continue à ce rythme-là, c'est les prochaines décennies qui vont être très, très, très compliquées pour héberger la vie sur Terre, telle qu'elle existe aujourd'hui, encore une fois. Et ça, c'est l'Overshoot Day, vous connaissez le jour du dépassement. Donc la France a fêté, comme chaque année, c'était le 5 mai, je crois. Vous voyez un petit peu tous les pays qui consomment les ressources de manière trop rapide par rapport à ce que la planète peut générer. Il y a une excellente vidéo que je vous recommande de voir, une vidéo Next d'Arthur Keller sur les 4 scénarios de l'avenir, et qui explique ces 2 concepts, empreinte écologique et biocapacité. L'empreinte écologique, c'est tout ce que nous prélevons du sol, toutes les ressources, c'est les pollutions et les déchets que nous rejetons, et c'est les dégâts que nous occasionnons. La biocapacité planétaire, eh ben, c'est justement ce que la planète peut régénérer comme ressources, prélever, ce qu'elle peut absorber comme déchets et pollutions, et ce qu'elle peut réparer comme dégâts occasionnés. Or, la biocapacité planétaire, nous l'avons dépassée depuis 50 ans. C'est justement dans les années 70 qu'à un moment donné, on est allé au-delà de ce que la planète avait à nous offrir. Donc aujourd'hui, on consomme au niveau mondial, c'est 1,8 planètes. Si on était tous comme des Français, c'est entre 2,8 et 3 planètes. Les États-Unis, l'Australie, on n'en parle même pas, le Qatar, le 10 février, ils ont tout cramé déjà. Donc si toute la planète fonctionnait comme le Qatar, et cette dette, elle ne fait que s'accentuer d'année en année en fait. Et le jour du dépassement avance dans le calendrier inexorablement. Donc on est vraiment en train de puiser, de pomper, d'anéantir ce que la planète peut nous offrir. Et donc quelque part, l'effondrement, oui, pour moi, il est souhaitable. Et ce qui est étonnant aussi entre la courbe, les courbes du rapport Meadows et cette démonstration, encore une fois brillante, d'Arthur Keller dans cette vidéo, c'est qu'à aucun moment le facteur climatique n'intervient. Le climat n'était pas du tout dans les critères du rapport Meadows. Il y avait quand même effondrement. Le climat n'est pas dans cette logique empreinte écologique versus biocapacité. Le climat est un facteur aggravant. Et donc quand on revoit ce film avec ce regard-là, moi, j'ai été pris de stupeur, une profonde détresse encore bien plus grande que les personnes comme Jean Jouzel ou du GIEC, celles du GIEC qui ont pu, Valérie Masson-Delmet ou d'autres, qui ont pu dire « Ah mais c'est affreux ce que vit Leonardo DiCaprio dans ce film et Jennifer Lawrence, évidemment. » Alors que pour moi, oui, mais c'est doublement affreux parce que non seulement on n'écoute pas les scientifiques, mais en plus, quand on pense avoir compris, on se trompe de combat. Donc le bon combat, ce n'est pas le climat, c'est le vivant. On se trompe malheureusement aussi d'objectifs aujourd'hui, parce qu'évidemment, on va vous bassiner avec tous ces formidables oxymores qu'on a su créer. C'est quand même incroyable d'arriver à associer énergie et propre, croissance verte, développement durable, neutralité carbone. Tout ça, c'est des non-sens en fait. Voilà. Donc à un moment donné, tant qu'on est dans cette dynamique-là, tant qu'on est dans un prisme anthropocentré, nous ne sommes que dans une logique de remplacer une énergie par une autre, une voiture thermique par une voiture électrique, de remplacement et pas d'abandon, on y reviendra. Il y a un moment donné où on est prisonnier d'un système que l'on souhaite faire perdurer en étant un peu moins vicieux dans nos modes de vie et en ayant un comportement un peu plus vertueux. Mais on ne remet pas en question ce système. Donc,
moi je crois plus du tout à la transition, donc c'est le visuel que j'ai sur mon t-shirt aujourd'hui. La transition, elle est morte, elle n'a jamais commencé, elle consiste à remplacer une énergie par une autre, et la transition, oui, normalement, il nous faut du temps. Or, du temps, nous en manquons cruellement. Donc, moi, j'appelle à une véritable révolution. Alors, une révolution, c'est pas 1789. Hein. Chaque fois qu'on parle de révolution, les gens, ils ont en tête les printemps arabes, la révolution bolchevique, 1789. La révolution, c'est pas forcément prendre les armes. C'est une révolution. Là aussi, je cite Aurélien Barraud parce qu'il vient de produire un bouquin pour une révolution philosophique, politique et poétique. Moi, je parle de révolution quelque part intérieure, individuelle, spirituelle, mais aussi effectivement politique et philosophique. Et cette révolution, elle est du même ordre que les révolutions qui l'ont précédée, les grandes révolutions qui l'ont précédée. Or, les principale révolution, à mon sens, c'est la révolution cognitive qui a permis à Homo sapiens de sortir d'Afrique et de battre et d'écraser Néandertal, à un moment où finalement on a pu réaliser que ce qui fait peut-être la singularité de l'espèce humaine, c'est notre propension à croire en des choses qui n'existent pas et à nous raconter des récits, à croire en l'État, à croire en la monnaie, la valeur de la monnaie, à croire éventuellement en des divinités. Je ne vais choquer personne ici, mais toutes ces constructions intellectuelles, toutes ces croyances sont des pures constructions de notre esprit. Et c'est ce qui aurait permis à Homo sapiens de sortir d'Afrique et d'écraser Néandertal alors qu'il était sorti une première fois et s'était fait écraser. D'accord ? Et donc la révolution, c'est comme la révolution cognitive, il y a eu après la révolution agricole, qui a été une catastrophe pour le vivant, c'est le moment où on a commencé à domestiquer le vivant. Puis il y a eu la révolution industrielle, pas vous faire un dessin, l'anthropocène, vous voyez ce que c'est. Là aussi, une calamité et une fulgurante accélération dans la dégradation des conditions d'habitabilité de notre planète et dans l'anéantissement du vivant. Aujourd'hui, il est peut-être temps de lancer une révolution au service du vivant. Peut-être la seule et unique révolution qu'il nous appartient de mener à terme, et c'est peut-être la seule et unique qui nous permettrait de nous sauver en tant qu'espèce. C'est-à-dire que si on pense un peu moins à nous et qu'on pense un peu plus au vivant de manière globale, nous avons une petite chance de nous sauver nous-mêmes. Alors, dans mon livre, que je dédicace d'ailleurs après, si ça vous intéresse dans le couloir, j'en ai ramené quelques-uns, écrivons ensemble un nouveau récit pour sauver la vie. Après, le climat n'est pas le bon combat. J'ai déconstruit 18 piliers de notre société, 18 croyances limitantes, que j'estime limitantes, de l'économie à la médecine, en passant par le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rapport évidemment au vivant. Et donc là, je vais vous en partager quelques-unes, pas les 18 parce que ce serait trop long et que ça fait un bon paquet de pages dans mon livre. Mais déjà, celui-là, il est essentiel, on en a parlé, de comment passer de l'anthropocentrisme au biocentrisme. C'est-à-dire comment passer d'une considération du monde uniquement avec ce prisme humain à une considération de « nous ne sommes qu'une espèce animale » parmi tant d'autres. Et le jour où on aura compris ça, et qu'il est temps de reprendre notre juste place, qu'il n'y a pas d'échelle, que nous ne sommes pas, comme le dirait Hubert Reeves, nous ne sommes pas l'échelon absolu de l'évolution. L'évolution, elle s'en fout. Hein. Elle n'avait pas un programme pour que les humains arrivent sur Terre. Il aurait pu avoir un météorite en moins, une extinction massive en plus. Les humains n'apparaissaient pas sur la planète. Voilà, donc ça aussi, le jour où on aura compris que nous ne sommes pas grand-chose, et d'ailleurs je vais vous montrer un truc qui va, j'espère, vous marquer, juste après cette citation. Donc là aussi, c'est une citation que j'aime beaucoup, surtout que pour nos cultures judéo-chrétiennes, de voir que dans la Bible, dans la Genèse, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Ah bah merci. Ah bah, encore une fois, hein, j'espère que je ne choque personne aujourd'hui, mais c'est dans la Bible. C'est quand même Dieu qui s'adresse à Noé à la sortie du déluge. Et alors ça, c'est voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on va juste switcher, si j'y arrive techniquement, c'est là que je ne vais pas y arriver, sur Internet. Ah oui, il faut que je sorte, pardon, il faut que je sorte là. Et donc ça, c'est un extraordinaire outil que je vous invite à découvrir, qui s'appelle OneZoom. Je ne sais plus quelle est la nationalité des personnes qui ont créé ça, mais c'est incroyable. Une banque d'images hallucinante sur le vivant. Et donc j'ai fait un zoom sur l'humain. Et quand on dézoome, et là attention parce que c'est vertigineux. Ah non, attendez, parce que si je passe, évidemment, mais comme
la souris, elle est où? Est-ce qu'on la voit là? Non, parce que c'est un autre écran. Ah oui, il faut que je passe de l'autre côté. J'y suis là? Ah oui. La souris est vivante, mais du coup, incontrôlable pour moi. Ah voilà. Et là, on va dézoomer. Regardez juste quelle est la place de l'humain au cœur du vivant. Voilà. Alors attendez. C'est affreux. Les PC pour moi c'est affreux. Voilà, ça c'est notre juste place. Je peux vous dire qu'à la fin on ne sait plus où on est. Hein. Voilà. Voilà. Voilà notre juste place. Nous ne sommes qu'une espèce animale parmi tant d'autres. Et le jour où on aura compris ça, je pense que là, il y a des choses qui peuvent enfin changer. Donc OneZoom, mais allez-y, hein, moi j'y ai passé des heures déjà, c'est incroyable comme outil. Alors toutes les espèces n'ont pas forcément un... Pourquoi ça fait ça? Ah oui, pardon. N'ont pas forcément une image, mais le travail de répertoriage et à chaque fois on voit les embranchements. Et donc on prend bien conscience que les humains ne sont qu'une des familles des grands singes et que nos cousins sont les premiers, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans qui meurent grâce à l'huile de palme. Et justement, c'est une maman et son bébé que j'ai choisi juste derrière. Et que nous ne sommes vraiment pas grand-chose. Et il serait temps de le conscientiser un peu plus. Donc, un autre parti pris, une autre croyance que j'essaye de déconstruire, ou que je me suis amusé même à complètement blackbouler dans mon livre, c'est ces droits de l'homme. Les droits de l'homme, déjà, il y a un mot qui me gêne, homme, et ce sont des droits que nous nous sommes octroyés. C'est facile hein, de s'octroyer des droits. C'est facile surtout quand ce sont des hommes qui ont écrit ces droits. À l'origine, hein, vous vous souvenez quand même de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'y avait pas la femme et la citoyenne. Hein. Moi, j'appelle à des devoirs des humains envers le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de spécialistes aujourd'hui du droit qui considèrent que nous devrions attribuer des droits aux animaux. Des droits à Gaïa, à la planète, des droits aux forêts. Moi, je trouve que c'est une connerie, en fait. Pourquoi? Parce que ces végétaux, ces animaux ne vont pas pouvoir se défendre. Et qui va les défendre? Des humains. Et c'est complètement absurde, avec un droit qui a été conçu pour des humains et écrit par des hommes pour des hommes à l'origine. En revanche, là où on peut changer les choses, c'est nous donner des devoirs. Et là, on pourrait s'attaquer entre nous en disant, est-ce que réellement nous respectons le vivant? Et c'est changer radicalement de prisme, de passer des droits aux devoirs. Alors un autre exemple, ça c'est ma tiny house dans laquelle je passe une semaine par mois, malheureusement pas assez, on parlait de... voilà, j'avais tout quitté, j'étais parti l'an dernier dans le Périgord pendant 4 mois et demi, j'étais même dans une dimension radicale, peut-être trop radicale pour le coup cette fois-ci, en tout cas avec une dimension sacrificielle trop forte, ce que je n'avais pas suffisamment mesuré, parce que j'ai 2 enfants qui ont 15 et 11 ans que j'adore. Je suis parti parce que leur maman ne voulait pas partir, enfin voulait pas partir avec moi. Et j'y suis allé pour eux, c'est-à-dire pour préparer l'avenir, pour préparer le terrain. Et je vais vous raconter pourquoi, hein, juste après, et en quoi consiste aussi ma vision et notre projet. Et aujourd'hui, ben, voilà, j'ai dû composer avec le fait que mes enfants me manquaient trop, que je leur manquais trop, que l'expérience dans l'éco-village ne s'est pas forcément bien déroulée non plus, parce qu'il y a eu un gouffre absolu entre la promesse et la réalité. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc voilà. Ça aujourd'hui, cette maison, elle se trouve dans un milieu complètement sauvage. Et quand j'y suis, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et c'est l'endroit où je suis le plus heureux au monde. Alors, évidemment, avec mes enfants, je suis très heureux aussi. Mais quand c'est à Strasbourg, en milieu urbain, c'est compliqué pour moi. Là, c'est absolument merveilleux. Et donc forcément, c'est aussi comment nous pouvons quitter cet artifice absolu qu'est la ville, qu'est l'urbain, qu'est le métropolitain. Très peu d'écologistes aujourd'hui, c'est assez frappant ça, c'est mon ami Guillaume Faburel, avec qui on fait beaucoup sur le post-urbain, qui en parle, questionne notre façon d'habiter la Terre. Or, la ville, c'est le cœur du monstre aujourd'hui. C'est le cœur de l'artificialisation, c'est le cœur de la production de déchets, c'est le cœur des émissions de gaz à effet de serre, c'est le cœur de l'anéantissement du vivant. C'est la ville. Tout est concentré pour fusionner vers la ville. Tous les réseaux autoroutiers, les réseaux électriques, enfin tout est fait pour la ville, alors que c'est sans doute de cette manière-là que nous vivrons demain. Beaucoup plus qu'en ville,
parce que les villes risquent fort de se vider quand il y aura des ruptures d'approvisionnement alimentaire, quand il y aura des pénuries énergétiques, des coupures électriques. Enfin, et là, c'est un habitat qui respecte aussi la terre sur laquelle il est posé, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de béton coulé dans la terre. C'est un habitat qu'on appelle mobile ou réversible, comme les yourtes, comme les caravanes, comme les vannes, comme aujourd'hui il y a un certain nombre de modèles d'habitat qui sont beaucoup plus respectueux. Autre croyance et autre, pour moi, changement radical vers lequel il faudrait aller, c'est passer d'un emploi totalement aliénant, asservissant, au travail épanouissant. Alors ça aussi, ça je pourrais en parler pendant des heures, parce que dans ma vie d'avant, j'étais spécialisé dans l'innovation en matière de recrutement, dans la relation recruteur-candidat. Le travail et l'emploi, c'est pas la même chose en fait. C'est pas du tout la même chose. Et j'entendais tout à l'heure une bénévole, je crois la personne qui capte le son, qui disait ah non mais on travaille pas ici, on est bénévole. Mais si, on travaille. En fait, moi je travaille là. Vous travaillez actuellement en m'écoutant. Une maman ou un papa qui s'occupe de ses enfants travaille. Un enfant à l'école, on lui dit est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui? Tout le monde travaille. Un artiste qui peint des toiles qui ne se vendront peut-être jamais travaille. Le travail, c'est noble. Le travail, c'est inhérent à la nature humaine. L'emploi, en revanche, c'est une construction. Une construction qui est née dans les usines de la révolution industrielle en 1840, où on a réuni une unité de temps, de lieu et d'activité, avec un salaire à la clé. Et donc, le jour où on pourra, peut-être avec un revenu universel, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être testé un jour, si tant est que le système soit un peu courageux, ça permettrait à tout un chacun de changer complètement de prisme par rapport au sens qu'il souhaite donner à sa vie. Et si demain on permettait à tout un chacun de ne plus avoir à prendre sa voiture, je connais beaucoup de gilets jaunes, parce que c'est facile de dire ah mais oui, mais le carburant, ça. Mais en fait ils sont obligés aujourd'hui, il y a quantité de personnes, je pense que dans la salle, vous en faites partie aussi, qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Mais si demain, le temps qui est dédié à son potager, à la collectivité, à la vie de quartier, est également rétribué, ça change tout. Et si demain, et ça c'est mon fantasme absolu, tous les humains de cette planète, les 8 milliards bientôt d'individus, se retroussaient les manches et se disaient maintenant on répare, on nettoie, on réensauvage, on revivifie, on revitalise tout ce qu'on a détruit, mais ce serait fantastique. Vous prenez rien que les 10 000 militaires qui sont en France, qui patrouillent depuis 5 ans pour nous protéger des terroristes qui, a priori, ont déserté le territoire français. Eh bien, ce serait chouette. Tous les détenus qui sont en prison, enfin, il y a énormément de personnes, même si on ne tapait pas pour réparer, nettoyer les océans, les forêts, réensauvager les écosystèmes. Voilà, moi j'y crois. C'est sans doute un peu fou, mais il faut être un peu fou aujourd'hui. Alors, d'une logique de remplacement, une nécessité d'abandon, là vous l'avez compris avec la photo, c'est assez clair et j'en ai parlé tout à l'heure. Le jour où on arrêtera de vouloir systématiquement remplacer quelque chose qui n'est pas complètement et absolument indispensable, par un palliatif qui semble plus vertueux, alors qu'une voiture électrique, c'est 2 fois pire qu'une voiture thermique sur l'ensemble du cycle de vie, en termes d'émissions, mais pas seulement, en termes d'empreinte écologique au global. C'est une catastrophe. Personnes qui pensent rouler en Tesla et qui sont écolos, non, c'est une connerie. Ils auraient mieux fait de garder leur voiture thermique. Chaque nouvelle voiture produite est une voiture de trop. Je pense que le parc automobile mondial suffirait à permettre à tout un chacun de se déplacer sur cette planète. Et c'est pareil pour les fringues, c'est pareil pour plein de choses, évidemment. D'une accumulation de petits plaisirs fugaces au bonheur essentiel. Alors ça, c'est les neurologues quand même qui ont fait des recherches là-dessus, et ça c'est passionnant. Le plaisir, l'hormone du plaisir, c'est la dopamine. L'hormone du bonheur, c'est la sérotonine. Plus on sécrète de dopamine, moins on sécrète de sérotonine. Or, le récit dominant qui s'est imposé dans notre civilisation, et notamment dans les pays occidentaux, et en même temps on en fait rêver les pays du Sud, c'est plaisir, 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 et le bonheur est au bout. Une voiture, un chien, une piscine, un SUV, des vacances à l'autre bout de la planète, une maison avec OK Google ou OK Alexa, et puis tout l'électroménager qui va bien à l'intérieur. Mais est-ce qu'on est réellement plus heureux aujourd'hui quand on voit au niveau psychologique, notamment en France, mais partout ailleurs, toutes les maladies dont nous souffrons? Donc voilà, moi j'ai fait un cheminement complètement opposé puisque je me suis dépouillé. Aujourd'hui, je n'ai plus que 5 ou 6 t-shirts, 2 pantalons, 2 paires de chaussures. Et je me pose plus 1000 questions le matin pour m'habiller, ça va très très vite. Je peux vous dire qu'on est beaucoup plus heureux avec beaucoup moins. Et ma Tiny est très dépouillée également. Alors, donc on se trompe de combat, on se trompe d'objectif, on se trompe de méthode.
Le Père Noël n'existe pas. Alors je dis le Père Noël, la Mère Noël, on s'en fout. Hein. Même si j'aurais préféré personnellement que Mélenchon l'emporte. Moi, j'ai pas voté. Moi, je suis anarchiste, donc voilà, c'est contraire à mes convictions. Mais ça ne changerait pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que, et alors, ce qui est extraordinaire en France et chez les Françaises et les Français, c'est de croire que l'élection présidentielle française va sauver le monde. Ça, c'est dingue. Non, ça n'est que la France. Hein. Nous sommes un tout petit pays, géographiquement, et sauver l'univers, ouais, par la même occasion. Donc, non, le Père Noël, n'y croyez plus, le grand soir n'arrivera pas, même si NUPS gagnait les législatives, ce qui a peu de chances d'arriver selon moi, ça ne changerait pas grand-chose. Ce serait moins pire, mais ce ne serait pas non plus la panacée. Donc, ça, c'est vraiment une question clé absolue. On ne peut pas changer le système. Ça n'est pas possible. 6e République, 15e République, à quand la première démocratie? Eh ouais, les républiques ne sont pas des démocraties. Bon, ça, on pourrait aussi en parler longtemps, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Il y a un excellent film qui s'appelle Démocratie, avec un S entre parenthèses, réalisé par DataGull. Regardez juste les 15 premières minutes, vous avez compris l'histoire de la démocratie. Les républiques qui sont créées à l'issue de la Révolution française et la Révolution américaine sont des républiques. Le mot démocratie était tabou, avant qu'il devienne à la mode, mais nous ne sommes pas des démocraties. Donc, changer le système, non, parce qu'il est vicieux, vicié, vérolé, cadenassé. Ce système, il est destiné à détruire le vivant et à enrichir au passage la caste. Je ne sais pas si vous avez vu, là c'est Oxfam, il y a toujours le rapport Oxfam chaque année, mais là je suis tombé des nues l'autre jour. Je ne sais plus maintenant sur quel, je crois que c'est sur les 2 dernières années, donc pendant le Covid. Le rythme atteint aujourd'hui, c'est toutes les 30 heures, donc quasiment tous les jours, il y a un nouveau milliardaire sur la planète. Mais toutes les 30 heures, il y a 1 million de personnes qui passent en extrême pauvreté. Voilà. C'est dramatique, les clivages sociaux que nous vivons aujourd'hui. Donc, changer le système, non, changer de système. Inventer autre chose, en fait. C'est ça qui serait beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus jouissif, et de le faire pour le vivant et non pas pour le climat qui nous permet de continuer de tout dézinguer par ailleurs. Okay ? Donc changer de système, c'est une lettre qui change et ça change absolument tout. C'est-à-dire que c'est à nous de le faire en fait. Alors ça c'est, voilà, vous la connaissez sans doute, mais je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont compris cette citation. Une autre que j'ai, alors celle-là je l'adore, c'est Adrien qui partageait qu'il avait bien aimé aussi dans mon livre. Celle-là est clairement, comment pourrait-on changer les choses en continuant de manifester, en continuant de signer des pétitions, en continuant d'attaquer l'État en justice, en continuant de croire à l'élection présidentielle? Non, ça ne marchera pas, ça ne changera pas. Moi j'ai 47 ans, j'en ai vu des présidents passer, j'ai vu des élections, j'ai cru à des grands soirs, alors il y a quelques années. Non, ça ne changera pas. Et donc, finalement, là aussi, c'est l'un des 18 points. 18, pourquoi? Parce que c'est passer à l'âge adulte, enfin acquérir notre pleine et entière maturité, si tant est qu'on y arrive en tant qu'espèce. C'est qu'il n'y a pas de solution magique. Vous l'avez vu, la croissance ne peut pas être verte. Une énergie n'est jamais propre. Un développement ne peut pas être durable. Et puis la neutralité carbone, on n'en parle même pas. Mais il y a une seule et unique solution, c'est à nous de le faire, en fait. C'est à nous d'y aller. Et le monde a toujours été changé par des fous, je pense en être aujourd'hui, par rapport au système et par rapport aux normes de la société actuelle. Je suis complètement perché, complètement fêlé. À un moment donné, j'ai abandonné ma famille pour aller dans le Périgord vert, alors que je le faisais pour préparer leur avenir. Aujourd'hui, je compose avec les deux, 1 semaine sur 2 à Strasbourg, 1 semaine sur 2 en ruralité. Mais c'est à nous de le faire. Et là aussi, il y a des personnes qui aujourd'hui en appellent à écrire de nouveaux récits. Mais comment voulez-vous, en fait, que nous arrivions à avoir la même puissance de frappe dont a bénéficié le système dominant pour imposer le récit dominant à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où les médias, le cinéma et la pub ont martelé dans les esprits que pour réussir sa vie, il fallait un emploi, une maison, un chien, la voiture, la piscine et tout le reste. C'est pas possible en fait. Donc ça ne fera jamais rêver personne, les récits où on montre des tiny houses, enfin si, ça fait rêver des personnes comme nous, comme moi, heureusement qu'il y a des personnes qui arrivent. C'est à nous de l'écrire en fait. Arrêtons d'espérer que d'autres écrivent ces récits, à nous de vivre ce récit. Donc c'est à nous de changer les choses en fait. Et c'est tout le propos de mon livre, et c'est tout le propos de l'Archipel du Vivant, donc cette ONG que nous avons créée il y a 2 ans,
Alors à quelle échelle on peut changer les choses aujourd'hui? Moi je me suis posé ces questions il y a 5 ans quand Macron est arrivé. Là, ça coïncide un peu avec le début de maturation de mon éveil écologique. Moi j'ai pas fait la bascule il y a si longtemps que ça finalement, mais quand je l'ai faite assez rapidement et de manière assez radicale. Donc l'enjeu il est mondial, mais on ne peut pas changer les choses au niveau mondial. Hein, vous le savez, vous l'avez compris. Continental, c'est pas l'Europe qui va changer les choses aujourd'hui. Il faut arrêter de rêver. National, moi, j'y crois pas une seconde. Et je pense que les États-nations vont disparaître avec l'effondrement. Et qu'aujourd'hui, c'est au niveau local que les écovillages éclosent, que les écolieux, que les fermes bio, les AMAP, les recycleries, les ressourceries, les accorderies, les selles, les monnaies alternatives, les écoles alternatives. Enfin, tous ces embryons. L'archipel du vivant a pour ambition de les interconnecter au niveau de territoire et de les interconnecter dans une perspective de résilience collective locale et systémique. Donc par rapport justement au choc lié à l'effondrement. Et ce territoire pourrait prendre la forme d'une biorégion. Alors, je vais faire juste un petit aparté sur les années 70 qui ont été une décennie extraordinaire parce que dans les années 70, c'est le premier et le second choc pétrolier. Okay, donc on prend des claques en s'apercevant peut-être à un moment donné que le pétrole ne sera pas infini. Et puis en 72, il y a le rapport Meadows. En 72-73, vous avez Murray Bookchin qui théorise le municipalisme libertaire tiré de l'écologie sociale. En 75, l'année de ma naissance, vous avez le début du biorégionalisme aux États-Unis. Et en 77, Holmgren et Mollison qui écrivent la permaculture. Donc on avait tout compris, on avait toutes les clés, on avait tous les courants pour penser une société alternative. Et donc l'une des ambitions, le rêve un peu fou que je porte aujourd'hui avec l'archipel du vivant, c'est de redonner leur lettre de noblesse à ces courants, et notamment le biorégionalisme, le municipalisme libertaire pour l'émancipation politique. Et donc la biorégion, c'est quoi la biorégion? C'est pas le département d'aujourd'hui, c'est pas une région, surtout pas, c'est encore moins un État-nation. Une biorégion, c'est un territoire qui a une harmonie écosystémique, une harmonie biologique. Et sur ce territoire, il se trouve qu'il y a des humains qui y vivent. C'est souvent le bassin versant d'un affluent, plutôt d'un affluent que du fleuve, parce que sinon c'est trop grand. Et c'est sur ce territoire, c'est à la fois une réalité scientifique, géographique, on peut cartographier un territoire, mais c'est aussi et surtout un récit politique. C'est quelle est l'histoire que l'on veut raconter ensemble. Et donc encore une fois, l'ambition de l'archipel du vivant, c'est de se dire, plutôt que de convaincre tout un chacun et les personnes qui continuent de consommer à outrance, c'est de nous appuyer sur les collectifs qui existent déjà dans les territoires, qui, pour la plupart, dépendent de réseaux nationaux. Les oasis, donc les écolieux, les écovillages dépendent de la coopérative Oasis. Vous avez les fermes bio qui dépendent de Terre de Liens ou de Fermes d'Avenir. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui d'interconnexion à l'échelle territoriale entre ces différents acteurs. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'explorer 2-3 territoires sur lesquels on rencontre les acteurs et nous participons à des discussions pour les amener à se mettre dans cette dynamique. Évidemment, ces acteurs peuvent se côtoyer, peuvent se connaître, peuvent échanger un certain nombre de services, mais ils ne sont pas interconnectés avec cette perspective de résilience et encore moins d'émancipation politique demain. Donc l'idée, c'est que comme ça ne viendra pas d'en haut, il faut que ça vienne d'en bas. Et si ça vient d'en bas, ça viendra par les personnes qui sont les plus éveillées écologiquement. Et pour que ça parte d'en bas, il faut qu'à un moment donné, il y ait une émancipation politique. Voilà. Donc l'anarchisme, ça va jusque-là. Et l'anarchie, là aussi, c'est extraordinaire. C'est absolument pas le désordre. L'anarchie, c'est l'ordre sans autorité, sans pouvoir, sans gouvernement. Et l'anarchie, c'est sans doute, on parle toujours du capitalisme, il faut abattre le capitalisme. Moi, je ne suis pas du tout capitaliste, hein, vous l'avez compris, je pense. Mais le communisme tel qu'il a été exercé, tel qu'il a été concrètement, que ce soit encore aujourd'hui en Chine ou en URSS à l'époque, il était tout aussi extractiviste, productiviste, consumériste, et il générait et il produisait des déchets et de la pollution. Donc la seule idéologie politique aujourd'hui qui soit à la fois sur l'abolition des rapports de domination, sur la véritable démocratie, à savoir la démocratie directe, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, et qui soit soucieuse du vivant dans ses courants, notamment biorégionalistes, mais aussi l'écologie sociale et d'autres, c'est l'anarchisme. Voilà. Et ça, on ne l'a pas du tout expérimenté à grande échelle. Et aujourd'hui, les 2 exemples, on va dire, les plus inspirants pour l'archipel du vivant, pour moi, pour les personnes avec qui j'échange, c'est le Rojava en Syrie, c'est le Chiapas au Mexique. Ce sont 2 micro-exemples,
mais qui ont quand même une certaine taille. Hein. Le Chiapas, donc c'est un État du Mexique qui a vécu une révolution zapatiste à la fin du XXe siècle. Et le Rojava, c'est ce territoire kurde en plein conflit syrien, où ce sont même les femmes qui ont imposé un certain nombre de choses, et imposé même pas, qui ont proposé, et ça a été accepté par les différentes ethnies, de démocratie directe et de souci du vivant. Voilà, et je conclurai avec ça. Là aussi, je pense que c'est clair. On a tellement fourvoyé un certain nombre de termes qu'on en oublie l'essence et la racine de ces termes-là. L'utopie, ça n'a jamais été quelque chose d'impossible. C'est simplement un rêve qu'il nous appartient de rendre réaliste et réalisé. Voilà. Merci, et je suis là pour répondre à vos questions.